Ici Folie Douce, le podcast qui parle genre, culture et santé mentale. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Jamal Ouazani. Vous voulez pas du tout qu'existent les personnes queer et musulmanes, mais elles existent que vous le vouliez ou non. Elles ont toujours existé, vous les avez effacées, vous les avez silenciées, vous les avez tuées, mais elles ont existé et elles existeront toujours. Je suis fou. Pas la salpêtrière. C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Le dialogue, en fait, Calmez-vous. fait avancer le monde. I'm not angry at all. Je me calme si je veux. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans Folie Douce, on aborde parfois des sujets difficiles, même si ça sera jamais graphique, promis. Si vous traversez une période compliquée, n'oubliez pas, vous pouvez appeler le 31 14. Salut tout le monde. Je cherche un vélo parce que je suis un petit peu en retard pour aller enregistrer un épisode de Folie Douce avec Jamal Ouazani, qui est notamment à l'origine du podcast Jeans, de l'essai L'amour, un essai sur l'amour au prisme des textes arabo-musulmans, qui est un essai de toute splendeur. Il est aussi poète, il a aussi une newsletter sur Substack, et ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de le recevoir dans Folie Douce. J'avais envie aussi en ce printemps, en ce mai, qui est en général un mois de mobilisation politique, de donner toute sa place aux personnes qui militent. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin, j'ai entendu à la radio qu'au premier trimestre, faut pas que je dise des conneries, donc je me concentre à fond pour dire les bons chiffres. Au premier trimestre 2026, Total Energy a vu ses bénéfices augmenter de 51%. Je crois que le chiffre total, c'était 5,7 milliards de dollars. Et tout ça grâce à la guerre menée en Iran conjointement par deux États d'extrême droite, que sont les États-Unis et Israël, dans un contexte où ces États d'extrême droite pratiquent aussi, sur le plan international et sur le plan national, des politiques racistes, islamophobes et transphobes. À ce stade-là, ah oui non, j'ai oublié une autre couche au gâteau, c'est que donc Total Energy s'en met plein les poches dans cette guerre d'extrême droite, tout en étant la principale responsable, avec l'ensemble des compagnies pétrolières, du réchauffement climatique qui, à l'instant même où je vous parle, est en train d'engendrer une crise sanitaire sans précédent en Inde, où il fait genre 48 degrés, je crois. Je crois que c'était 43 à New Delhi, j'ai vérifié ce matin. Mais en fait, les oiseaux tombent du ciel là en Inde à cause de Total, qui s'enrichit. En fait, à ce stade-là, les gars, les amis, je ne comprends pas comment ça peut s'appeler une opinion, en fait. Pourquoi ce qu'on défend, des idées, on va dire progressistes, pour être un peu soft, des idées féministes, des idées antiracistes, des idées décoloniales, des idées écolo, des idées éco-transféministes, pour parler avec Paul Preciado, dont j'espère vous avez écouté l'épisode, comment on peut qualifier nos idées d'opinion alors qu'elles sont si factuelles en fait. Voilà, c'était ma pensée du jour. À deux doigts de vous raconter que en fait, il y a 2 jours, à Bruxelles, avec mes enfants, j'ai fait une crise d'angoisse dans la bouboule, tout en haut de l'atomium, parce que moi, on me met à 102 mètres d'altitude en m'expliquant que la seule issue de secours, c'est cet ascenseur devant lequel se déroule une queue de 1 heure. Bah, en fait, non, ça n'est pas possible, je vais pas pouvoir rester là. Donc, je me suis mis à hyperventiler et j'ai été évacuée d'urgence. Bon, est-ce que je suis zinzin de vouloir être évacuée d'urgence de cet espace confiné, sans issue de secours, rempli de gens que je ne connais pas? Je ne crois pas. Je crois en fait que ce qui est zinzin, c'est d'accepter cette situation complètement absurde, comme prendre l'avion. Parce que pour moi, l'avion, c'est pareil en fait. Voilà. Bon, là, je suis en train de complètement me décrédibiliser, alors que mon discours était extrêmement cohérent jusqu'au moment où j'ai commencé à parler de ma crise d'angoisse au sommet de l'atomium. Donc, je vais vous laisser là-dessus, surtout que je vois un vélo. Et je vous retrouve de l'autre côté, en compagnie de Jamal Ouazani, que je suis vraiment, mais tellement contente d'interviewer dans quelques instants. À plus. Ok.
C'est bon ? C'est bon. Toi, t'es en mode avion ? J'ai mis en mode avion. Ouais. Ok, génial. Alors, c'est parti. Jamal Ouazani, tu es auteur, podcasteur, poète, militant. Tu te bats contre les oppressions avec des armes aiguisées que sont l'amour, la tendresse et la joie, l'érudition aussi. Tu as lancé il y a 5 ans un podcast, Jeans, un mot qui veut dire sexe en arabe notamment, et dans lequel tu as créé une conversation sur l'amour et la sexualité dans les mondes arabo-musulmans, en invitant des chercheurs et chercheuses, des artistes, des militants et militantes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, car tu m'as tendu ton micro à tes débuts. On a parlé de la pensée intersectionnelle, ce filtre que toi et moi, on met sur tout ce qu'on touche. Et Dieu sait que tu touches beaucoup de choses, Jamal. Tu as longtemps officié sans afficher ton nom de famille, ni ton visage. Mais tu as peu à peu sorti de l'ombre, d'abord avec un essai publié en 2024, Amour. Révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane, préfacée par Leila Slimani, grande classe. Puis une newsletter, Tendresse radicale, dans laquelle tu publies chaque semaine des textes qui fourmillent de révolte et de références. Enfin récemment, un recueil de poésie, Feu de joie, paru en janvier 2026 aux éditions Blas, et un livre graphique féministe musulmane, illustré par Zainab Faziki, paru en février. Et puis, depuis maintenant 2 ans et demi, tu es une voix forte qui s'élève en France contre le génocide en cours à Gaza. Tu fais de la pédagogie sur les réseaux sociaux, tu signes les tribunes, tu parles dans les médias, tu utilises ton podcast et ton compte Instagram comme plateforme. Et rien que ça, Jamal, ça a tout à voir avec la santé mentale. Parce que le harcèlement, la silenciation, l'impuissance, la rage, le trauma, etc., etc. J'ai envie qu'on explore ensemble ce que ça signifie aujourd'hui de militer en tant que garçon arabe et féministe en France et qu'on se demande si l'amour est un bon antidépresseur. Mais avant qu'on commence, comment ça va aujourd'hui, Jamal? Genre, vraiment? Genre, vraiment. Ouais. Ça va, en ce moment, ça va. Je suis plus ou moins en joie. Je suis aussi très déchiré par les violences intersectionnelles, les violences qu'on voit avec évidemment le génocide en Palestine, le Congo, le Soudan, le Yémen, l'Iran. C'est très très difficile de continuer à garder un cap d'utopie féministe, antiraciste qu'on voudrait atteindre quand on sent qu'on est martelé par les médias mainstream qui silencient les voix importantes et les coulées brunes du fascisme, qui sont plus à nos portes, mais c'est plutôt nous qui sommes dégagés. Je suis donc partagé, et c'est assez dual comme sentiment, et c'est un peu ce qui représente même mon écriture. C'est que je suis constamment dans une forme de révolte, de colère, très légitime bien sûr, mais aussi dans une auto-injonction positive à la joie, parce que nous sommes concrètement des miracles ambulants. Nous sommes déjà en vie. Nous sommes encore en vie. Nous avons des privilèges de vivre une vie qui n'est pas trop difficile par rapport aux autres. Évidemment qu'il y a d'autres qui sont plus privilégiés et on se battra toujours pour que cette prise de conscience existe. Mais j'ai l'impression qu'on nous intime plutôt la joie de vivre, littéralement, et non plus juste de survivre, de plus juste être en vie. Mais d'être vivant. Et je crois que c'est une injonction que je récupère aussi beaucoup dans les écrits coraniques, dans ma foi musulmane. Et c'est pour ça que c'est intéressant, j'allais dire, si tu avais été arabophone ou musulmane, etc., je t'aurais dit Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est vraiment très dual, puisque c'est une réponse qu'on donne à chaque fois qu'on nous dit « est-ce que ça va ?» Genre vraiment. Et en même temps, c'est une réponse qui est ambivalente. C'est ça va, et en même temps, ça pourrait aller mieux. On fait aller un peu, non? On fait aller. On fait aller. Alhamdoulilah, ça veut dire, en gros, littéralement, ça veut dire je remercie Dieu. Voilà. Mais ça veut dire qu'on s'en remet un peu à Dieu, mais tout va bien. Donc il y a quelque chose comme ça chez moi, je pense, de cet état d'esprit, cet état d'âme qui est évidemment, encore une fois, bien culbuté par les informations au quotidien, mais qui en même temps
trouve de la joie du simple fait de continuer à pouvoir lutter comme ça, quoi. Est-ce que tu arrives bien à être en contact avec tes émotions, toi, à identifier tes fluctuations? Aujourd'hui ça va, aujourd'hui ça va moins bien. Je crois que j'arrive trop bien à les identifier. Ah ouais, t'es très à l'écoute. Je suis très très à l'écoute et en fait j'ai une tête qui s'arrête jamais. Je suis dans une hyper sensibilité qui fait que justement c'est ce qui me coûte beaucoup dans ma corporéité. Je pense que le fait de recevoir les informations comme si c'était vraiment que ça pouvait s'incarner en moi, c'est très difficile à appréhender. C'est ce qui fait que j'ai pas envie de m'écarter des informations. Et en même temps, j'ai plutôt envie de recevoir ça pleinement avec ces émotions-là parce que c'est ce qui fait que je suis vivant. Ouais, mais tu ressens très fort. Et oui, je le ressens très très fort et je sais le formuler. J'ai passé ma vie à lire à ces sujets-là. J'ai littéralement, depuis ces 10 dernières années où j'ai vraiment beaucoup commencé à militer, j'ai lu plus de 5000 bouquins sur ces questions qui m'animent. Et donc, forcément, il y a un moment donné où la formulation est presque trop multiple. Moi, c'est ma psy qui me dit, assez du sens, quoi. Qui, d'ailleurs, ne parle pas beaucoup. T'intellectualises énormément, alors. Énormément. Ouais, mais parfois, ça peut être aussi une façon de mettre à distance ses émotions. Totalement. De vouloir à tout prix, tout expliquer par l'histoire, par la philosophie, par la science, comme tu le fais tout le temps. 100% d'accord. Et c'est exactement ce qui fait que parfois, il y a juste besoin de ressentir. Et cette mise à distance, elle peut être poussée à l'extrême dans, par exemple, le fait de ne jamais pouvoir dormir, par exemple. Je suis insomniaque depuis toujours. Ou de jamais pouvoir se reposer en vacances. De ne pas prendre de week-end. C'est-à-dire vraiment, c'est du H24, 7/7. Il y a toujours cette forme d'anxiété. Mais en même temps, c'est pas ce qui me coûte le plus. Ce qui me coûte le plus, c'est vraiment l'origine de ces anxiétés-là. C'est pas ne pas savoir ce que le futur va être, parce que je ressens ce présent-là constant. Je sens que le temps est un peu une aberration qu'on s'invente, mais parce il y a personne qui est actuellement dans le passé ou actuellement dans le futur. On est tous là, tout de suite. Mais je crois que là, tout de suite, il y a trop de choses en même temps qui se passent dans le monde et qui viennent un peu me chercher dans mes tripes, quoi. Et c'est important de pouvoir être à l'écoute de ça, parce que c'est ce qui nous rend vivants. Moi, c'est pour ça que je dis que nos colères féministes, antiracistes, queer, etc., elles sont non seulement légitimes, mais extrêmement importantes. Moi, je suis plutôt alerte face à des gens qui ne sont pas assez en colère. Ouais. Comment accepter, comment vivre sereinement dans un monde aussi chaotique. Faisons-nous partie de la même espèce. J'avais préparé la question suivante. Je te la lis vraiment littéralement telle que je l'ai écrite, parce qu'en fait, tu viens un peu d'y répondre. Ah, pardon. Dis donc, Jamal, une petite question rapide. Tu serais pas un peu hyperactif par hasard? Parce que parfois, tellement tu publies de choses, j'ai du mal à te suivre. Et c'est une hyperactive qui te le dit. Je sais bien, parce que, en tout cas, venant de toi, ça me flatte. Non, mais c'est pas forcément bien. Hein. Ah ouais, je sais bien, c'est un de mes symptômes. Non, je suis diagnostiqué TDAH depuis que je suis tout petit, au Maroc, où en plus, c'était pas vraiment un sujet, c'était pas appelé comme ça a priori, et j'ai revalidé ça une dizaine de fois avant de pouvoir me dire, est-ce que je suis vraiment sûr que, en fait, ne dormir que 3 heures par nuit, ça veut dire aussi ça? Et en fait, je trouvais un peu des raisons de dire que j'étais un peu à côté de la plaque, ou un peu bizarre, ou un peu mal attentionné. Mais en fait, c'est tout simplement que il n'y a pas que moi. Alors, c'est pas vraiment une dimension, comment dire, de santé mentale pure et dure, mais c'est plutôt que je me sens vraiment investi d'une énergie que je ne m'explique pas à ce jour, et qui a beaucoup aussi rapport dernièrement avec ma foi. En fait, le fait de pouvoir autant écrire, autant produire, autant faire de choses, et autant ne pas se laisser écraser par le totalitarisme ambiant, par ce qu'on peut dire aussi de moi, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui dépasse un peu tout ça, avec une forme de sagesse. Tu te sens habité, en fait, par quelque chose de plus grand que toi. Oui, et c'est pas un discours messianique non plus, mais c'est plutôt l'idée que je suis conscient de l'éphémère de la vie. Je suis conscient de à quel point nous sommes chanceuses et chanceux de vivre ça, malgré tout. C'est-à-dire que, et même avec tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une blessure qui
est originelle. On ne naît pas avec toutes ces blessures-là, mais on vit. Il y a quelque chose de miraculeux quand même dans ça. Et je crois que ce miracle-là, le fait qu'on soit, encore une fois, des miracles ambulants, ça se chérit. On se doit un peu d'avoir ce sentiment d'acceptation de soi comme étant, encore une fois, une personne à part entière qui réfléchit, qui peut souffrir, mais qui a le moyen d'avancer vers quelque chose du commun. Et je crois que c'est ce qui m'habite le plus. C'est comment j'ai une relation de l'horizontalité avec le tout vivant et comment j'ai une relation privilégiée, comme tout un chacun, toute une chacune, avec le divin, en fait, vertical. Et je crois qu'il y a quelque chose de 4, 5e, 6e dimension avec les émotions, quelque chose qu'on n'explique pas encore, et presque tant mieux. Ouais, c'est magnifique. En fait, tu parles du privilège inouï d'être en vie. Et moi, j'ai apprécié énormément chez toi ce travail en fait, que tu viens de faire en quelques minutes dans cet espace de vulgarisation et de transmission de ce que représente pour toi ta foi, la religion musulmane. Tu prends énormément de temps, notamment sur les réseaux sociaux, à déconstruire des idées reçues, y compris parfois en sortant un verset du Coran qui va être dévoyé dans certains médias en disant « mais attention, il faut lire ce qu'a marqué avant, il faut lire ce qu'a marqué après », en allant débunker aussi des espèces de croyances complètement fausses sur des formes de violence. En bref, tu fais vraiment ce travail-là. Et en même temps, je sais que la religion, il y a une période de ta vie où tu l'avais mise de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que la religion, c'est quelque chose qui t'aide vraiment dans ta santé mentale, qui t'aide vraiment à tenir et par quel mécanisme c'est parti et revenu? Oui, c'est une excellente question, parce qu'en plus, la question de la religiosité, pour moi, je la départie un peu de la question de la spiritualité. Je crois que j'ai gagné en spiritualité, en sagesse par rapport à la tradition islamique, mais que j'ai perdu en religiosité en tant que le fait de péroqueter les sourates du Coran. Sur le côté rituel, le côté etc. ritualisé, le côté cultuel qui est juste appris par coutume. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux plus supporter. Parce qu'en fait, on ne nous a jamais appris à comprendre de quoi il s'agissait. L'idée, c'était pas de tout comprendre, puisque dans la foi, on se dit que seul Dieu est omniscient. Mais il s'agit pas non plus d'expliquer la foi, puisqu'il s'agit de croire, pas de savoir. Et je crois que c'est ça qui est inexplicable. C'est pour ça que j'ai, dès le départ avec Jeans, essayé de dire il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme l'orientation sexuelle, comme l'identité de genre, comme la foi, encore une fois. Peu importe en qui on croit, peu importe ce en quoi on croit, parce qu'il y a des fois, pour moi, qui sont laïques, après tout. C'est avoir foi en soi, avoir foi en un projet, avoir foi en un projet de famille, peu importe. Je crois qu'il y a quelque chose de très puissant dans la foi, puisqu'elle ne s'explique pas. Et ça permet, de manière très décalée par rapport au discours eurocentrés, occidentaux en général, de trouver une forme de force que l'Occident cartésien n'arrive pas à admettre. C'est pour ça qu'on parle de faillite spirituelle en Occident depuis tellement d'années, mais je crois qu'il y a quelque chose qui résout la triade âme, esprit et corps, mais sans qu'il y ait une hiérarchie. Et ça, je n'ai pu le comprendre qu'en quittant la religion. Alors, je n'ai pas été apostat. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai prié quand j'étais petit, j'ai toujours fait Ramadan toute ma vie, sauf une fois, quand j'habitais à New York à l'époque, j'ai décidé d'arrêter de faire Ramadan. C'était extrêmement honteux pour moi, c'était très très dur. J'étais à New York, à l'autre bout de la France et du Maroc, où habite ma famille. Je l'ai dit à personne. Et bizarrement, pour la première fois de ma vie, comme à peu près 0,1% de la population musulmane le fait, j'ai lu tout seul le Coran. Et je me suis enfermé. Je me souviens avoir pris des vacances et m'être enfermé pendant la période de Ramadan, pendant 2 semaines, à ne faire que lire le Coran dans ma chambre. C'est tellement un move de TDAH, pardon. Ah, c'est clairement un tunnel que je me suis auto-mis, clairement un move de TDAH. Et je me suis fait ça avec évidemment la langue, les écrits, les explications, et puis évidemment avec aussi
les écrits qu'on ne m'avait jamais présentés, des écrits féministes sur le Coran. J'ai découvert ma mentor actuelle, Asma Amrabat, qui est une très très grande dame, une très grande figure du féminisme islamique aujourd'hui. Qui préface marocaine. Ton livre. Oui, exactement, qui préface mon dernier livre, L'essai graphique. Et en lisant le Coran à ses côtés, un peu comme ça, avec cette dimension où je me suis dit, mais pourquoi je crois en Allah? Pourquoi pas en Yahvé ou Jésus? Après, je crois en Jésus parce que c'est un de nos prophètes, mais il y avait quelque chose comme ça de la remise en question totale. Je remets tout à zéro. Et je remets tout à zéro parce que je n'y crois plus si on parle de droits des femmes et qu'on m'a toujours inculqué, même chez nous, au Maroc, qu'il y avait une sorte de hiérarchie. Moi, je ne pouvais pas être d'accord avec ça. Je ne pouvais pas être d'accord avec le fait que nos frères et sœurs sénégalais et sénégalaises pouvaient avoir un islam un peu moins bon que le nôtre parce qu'on était, nous, arabes, etc., etc. Et en fait, toutes ces dynamiques-là qui étaient homophobes, racistes, sexistes, etc., elles m'ont été racontées, après tout. C'était une construction sociale. Quand j'ai commencé à lire le Coran, je me suis dit, oh putain, on m'a menti toute ma vie. Il y a des choses décrites noir sur blanc qu'on ne m'a jamais dites, et il y a des choses qu'on m'a toujours dit dans ma vie et qu'il n'y a pas décrites. Et là, vraiment, j'ai eu une résurgence, mais presque de folie, de rage folle dans ce huis clos avec moi-même. Et j'ai choisi l'islam. À ce moment-là, je suis redevenu musulman. Il y a eu un moment de choix clair. J'étais là en lisant le Coran avec amour, avec mes principes et valeurs qui, paraissent humanistes comme ça, mais un humanisme qui dépasse complètement, puisque c'est le divin. Et là, précisément, je me suis dit, en fait, je ne veux plus que quelqu'un comme moi puisse ne pas être au courant de tout ce que je viens de découvrir. Et je ne veux l'imposer à personne, je ne veux décourager personne, mais en revanche, je veux proposer une vérité de quelqu'un qui n'apprend plus le Coran par cœur, mais le lit par cœur. Comment tu prends l'intégralité de l'amour que tu as pour l'humanité, ou pour toi-même, ou pour tes proches, et avec cette lentille de l'amour, tu lis un texte aussi chargé d'il y a 14 siècles. Et là, tu y vois que la sémantique, le vocabulaire, les différents termes, les passages qu'on n'a jamais cités, les choses qu'on n'a jamais racontées, c'est clair tout de suite. Il y a une lumière qui s'en dégage et tu te dis, là, j'ai vécu la révélation. C'est magnifique et j'invite vraiment tout le monde à aller lire ton livre sur les féministes musulmanes où tu parles donc de Asma Amrabat que tu viens de citer, mais aussi de Fatima Mernissi et puis aussi mon amie très chère Hanan Karimi. Oui. Et c'est vraiment très important quand on est féministe d'aller déconstruire les discours qui sont toujours ultra simplistes, coloniaux, etc., qui vraiment résument l'islam égale machisme, alors qu'en 100%. Fait, il y a énormément de femmes féministes qui ont œuvré à revaloriser justement la place des femmes dans l'islam et à complètement revenir à la source des textes qui ne disent pas du tout ça. Pas du tout. Et c'est pour ça que c'est pour ça que sur les réseaux, je me fais un malin plaisir de reprendre chacun des potentiels problèmes qu'on nous a toujours racontés. Ça a évidemment créé beaucoup d'émules autour, mais moi, ce qui me peinait le plus, et c'est pour ça que j'ai écrit ce 3e ouvrage, c'est quand je rencontrais les jeunes femmes musulmanes qui venaient me voir aux rencontres pour mon livre Amour. Elle me disait, mais c'est facile, elles existent vraiment, ces femmes-là que vous citez? Oui, elles existent vraiment. Et puis, elle me dit, mais moi, je n'arriverai pas à vous citer une seule femme musulmane qui serait mon modèle aujourd'hui, qui serait mon modèle en tant que femme musulmane, dans cette intersection, pas que femme qui se trouve être musulmane, mais revendiquée dans cet islam qui reprend le féminisme. Et en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment un écroulement pour moi. Je ne l'ai évidemment pas écrit pour moi, ce livre-là, parce qu'il était vraiment à destination de ces jeunes femmes-là, notamment. C'était une réponse à leur questionnement. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir qu'il y a déjà, au-delà des groupes de parole, mais il y a des mères qui lisent le texte et elles lisent après avec leurs filles la BD à côté. Donc il y a quelque chose, la transmission qui se fait.
Et En plus, tu les représentes vu elles sont dessinées aussi à côté du texte. Tout à fait. D'ailleurs, les portraits sont vraiment très très beaux. Ah ouais, trop bien, ça c'est complètement Zainab Fasseki, qui mon amie illustratrice, qui a déjà beaucoup travaillé sur les sujets du corps, de la sexualité au Maroc, qui elle aussi se bat pour ses droits humains. Jamal, est-ce que tu étais un enfant qui allait bien? Waouh, non. La réponse est non. Je n'allais pas bien parce que je pense que je n'arrivais pas. Je pense que j'ai la même sensibilité aujourd'hui que jusqu'à autant que je m'en souvienne, quand j'étais petit. Je crois que j'ai toujours eu une hypersensibilité. Je crois que j'ai toujours essayé de dealer avec. Peut-être qu'avec maintenant le grand âge, j'ai fini par réussir un peu à faire avec. Et encore, enfin, je suis quand même, ça fait 5 ans que je suis sous analyse lacanienne, où j'ai mon TDAH, la dysmorphophobie, des tonnes de troubles du comportement alimentaire, de troubles de l'anxiété, mais on y arrive. Je crois que ce qui ne pouvait pas se passer à l'époque quand j'étais enfant, qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis aligné. Je ne sais pas si c'est quelque chose de l'ordre de la maturité ou de la sagesse ou de la lecture ou de la rencontre. Je pense juste qu'en tant qu'enfant, on ne s'attend pas à être aussi décalé. Les enfants, ils sont innocents presque par nature. Ils ont envie de tester, ils ont envie de voir, ils ont envie d'explorer le monde. Il y a pas de temporalité, justement. Le temps est réduit au présent, d'ailleurs. Et cette évasion constante qu'est l'enfance, elle finit par se faire forger un espace liminaire duquel ne pas sortir, qui s'appellerait la norme. Et cette norme-là, elle est insoutenable. Je me souviens du petit Jamal à l'époque, qui était indubitablement triste à chaque fois qu'il y avait la fin d'année, indubitablement triste quand une de ses amies tombait par terre et s'écorchait le genou, quelque chose comme ça de l'ordre de l'empathie qui était très très présent chez moi. Et encore, on pourrait se dire c'est un enfant. Mais après tout, il y a quand même un cadre social qui était que j'étais un petit garçon arabe musulman au Maroc. C'est pas la même chose que un petit garçon. T'étais pas supposé pleurer aussi souvent? Je suis pas supposé pleurer tout court en tant qu'homme, mais encore moins en tant que petit garçon arabe marocain, qu'il faut vraiment que tu dois représenter cet imaginaire, partagé autant par le regard raciste occidental que par les regards masculinistes locaux. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a mal forgé. J'étais peut-être un métal rare, plein de bonnes énergies qu'on essayait de forger comme épée, quoi. Et je crois que c'est très très dur d'évoluer dans un monde qui ne nous comprend pas. À ce moment-là, je ne savais pas encore tout ce qui avait en rapport avec ma queerness, mais j'étais, au-delà de la question de l'orientation sexuelle ou de la performance de genre, j'étais queer. C'est-à-dire que j'étais déviant de la norme. Il y avait cette déviation-là qui est devenue déviance. Et je le remercie, ce petit, parce que il a fait en sorte que ma vie soit aussi riche, aussi belle. Il a été courageux. Il a été extrêmement courageux et il continue de l'être. J'ai envie de pleurer dans penser à lui. Oui, parce que j'ai mis beaucoup de temps à me réconcilier avec lui, parce probablement qu'il me dégoûtait à un moment donné. T'as voulu le mettre de côté? T'as voulu l'oublier? Ah, mais c'est pas juste l'oublier, c'est que je l'ai enterré. Il y a eu plusieurs types de morts. En plus, moi, je suis passé par des moments spirituels forts. J'ai eu des rencontres aussi avec des maîtres spirituels, que ce soit dans le soufisme, dans la question chamanique aussi, où j'ai pris ça très à cœur et qui n'était pas du tout, pour moi, déconnecté de ma spiritualité musulmane. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais toutes les étapes que j'ai eues un peu de mort dans la vie, c'était des étapes où je devais ressusciter cet enfant-là. Alors, je ne sais pas si on l'appellerait enfant intérieur, mais je crois juste que il n'est pas intérieur, il est tout moi aujourd'hui. Je crois que je lui fais honneur jour après jour, précisément parce que je l'incarne de plus en plus.
j'ai envie de croire à cette sagesse infinie que les enfants ont, puisque la vérité sort de leur bouche. Mais je crois aussi que je dois faire honneur à sa joie et à son innocence. Il ne savait pas que c'était pas bien d'écrire de la poésie, par exemple. Mes premiers mots que j'ai écrits, c'était de la poésie. J'avais pas vraiment le droit. Je les ai jetés par centaines. Je mettais des petites cachettes pour essayer qu'on les retrouve plus. Et j'ai fini par en écrire, je me souviens jusqu'à aujourd'hui, uniquement à l'occasion de l'anniversaire de ma mère ou de ma grand-mère. C'était le seul moment où j'avais le droit. Parce que écrire de la poésie, c'est pour les filles. Et si c'est pour les filles, ça veut dire que si tu l'écris en tant que petit garçon, you're queer. Et ça, cette queerness-là, elle est insurmontable. Pas parce que juste c'est bizarre, parce qu'il faut aussi ne pas être anachronique et surtout ne pas être atopique. C'est-à-dire que c'était au Maroc et c'était dans les années 90. Jusqu'à aujourd'hui, en 2026, le code pénal au Maroc, l'article 489 du code pénal, criminalise les relations homosexuelles les relations dites impudiques ou contre nature avec personnes de même sexe. Jusqu'à 3 ans de prison, 6 mois, 3 ans de prison. Et évidemment, comme dans le monde entier, la pire insulte est PD, etc. Mais c'est-à-dire que tout le monde peut incarner la figure du PD. Il y a toujours, en tout cas au Maroc, il y avait vraiment toujours la possibilité que dès que tu n'étais pas un alpha, tu étais forcément un zamel, c'est-à-dire la définition du PD. C'est l'insulte suprême, c'est que il suffit pas juste de pleurer, mais tu as mal tiré au coup franc, tu es zamel. Et je crois que cette tristesse-là, elle a quand même été grandement surmontée aussi parce que j'avais des privilèges en tant que... Parce que j'allais dire, pourtant, tu as Ouais. grandi dans un milieu assez aisé, Complètement. dans un Maroc un peu bourgeois, Oui. assez intellectuel. C'est quelque chose que tu partages d'ailleurs avec Leila Slimani, qui en parle aussi un peu dans l'introduction du livre qu'elle a écrit pour toi. Et en fait, un endroit où il y avait peut-être un peu plus d'espace Totalement. pour la différence, pour des mœurs un peu plus ouvertes. Mais même là, c'était pas tenable, en fait. C'est très juste de dire ça et c'est important parce qu'effectivement, il y a la question du privilège qui permet justement une forme d'ouverture et la bourgeoisie marocaine de laquelle je faisais partie, on n'était pas aisé financièrement, mais quand même, on avait tout ce qu'on voulait. J'ai jamais manqué de rien. Et ça, en ça, j'étais ce qu'on pourrait appeler heureux en tant qu'enfant. J'ai eu mes déconvenues avec mes parents, il y a eu les crises d'ado, mais je crois que c'est quand même important de dire que j'ai eu tous ces privilèges-là. Et ce qui est difficile, c'est que la classe, elle fracture l'expérience de la masculinité. Puisque, bien sûr que les masculinités plus subalternes, dites populaires, ou pauvres, ou rurales, etc., peuvent informer différemment le masculin, mais la masculinité bourgeoise aussi. Puisqu'on doit... C'est pas un ouin-ouin, mais c'est une idée de se dire quand même que on a encore moins le droit à l'erreur. Parce que moi, ma vie était déjà tracée. Je suis très, très, très loin d'avoir rendu fiers mes parents d'il y a 20 ans, aujourd'hui. Parce que j'aurais dû déjà avoir plusieurs enfants dans une villa, voire de mer à Casablanca, travailler chez Goldman Sachs. T'es parti dans cette direction-là à un moment. T'as quand même fait. Il faut rappeler que t'as eu toute une vie avant ta vie de J'ai eu militant et toute une de vie. poéticien, comme tu dis. Exactement. T'as fait l'ESSEC, une des plus Ouais. grandes écoles de commerce. T'as travaillé Ouais. dans une agence de pub. T'as Ouais. vécu à Singapour, à New York. Enfin, t'es parti dans une direction beaucoup plus classique. Enfin, en tout cas, de réussite telle qu'on Totalement. l'envisage dans ces milieux-là, quoi. Ah ouais, totalement. Et puis, vraiment, il n'y avait aucune raison pour que je souhaite de revenir en France et de redevenir pauvre et militant. Et pourtant. Et pourtant, voilà, tout se passe. Mais il y avait vraiment cette idée très, très importante pour moi de pouvoir revenir à ma vérité. Quelque chose qui ne pouvait plus mentir. Et c'est pas anodin quand même que j'ai passé 10 ans de ma vie à aller à droite à gauche et surtout le plus loin possible. J'ai commencé par Dubaï, puis Singapour, puis Shanghai, puis New York, puis Shanghai, New York. Et à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, qui es-tu ? Qui es-tu au-delà du schéma qu'on a
défini pour toi, qui était cette réussite que j'ai effectivement très bien accomplie. Mais après, j'ai décidé de décevoir mes parents, quoi. J'ai décidé mais il y a un côté que, moi je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Ah, c'est ça que vous voulez que je fasse? Ah, vous voulez que je coche toutes les cases? Bien sûr. Pas de problème, je vais le faire. Est-ce qu'après je pourrais avoir la paix? Parce que tu as fait ça en quelque sorte. Tu as montré que tu pouvais très bien aller dans cette direction-là si c'était vraiment ce qu'on attendait de toi, quoi. C'est ça. Mais du coup, en tant que bourgeoisie, il y a un espèce de mépris de classe qui se rabat sur toi, puisque tu deviens quoi? Que veux-tu dire par publicitaire? Que veux-tu dire par artiste? Tu te fous de ma gueule, on n'a pas payé tout ça pour que tu sois poète ou réalisateur de film. Ce n'est pas un métier. Tu gagnes pas ta vie comme ça. C'était même pas assez, quoi. C'est jamais assez. Je pourrais... Évidemment, aujourd'hui, ça a changé depuis, parce que nos relations ont changé, mais c'est-à-dire qu'il suffit de changer de cap et de rester avec les amis de mes parents et j'aurai les mêmes discours qui retomberont. Même eux auront les discours sur eux, puisque c'est une pression de classe aussi. Et je crois que cette notion de privilège, elle enferme énormément les personnes qui sont bourgeoises. Alors, je ne les excuse pas du tout. Au contraire, je milite beaucoup à leur rencontre au Maroc parce que je me fais d'ailleurs sortir souvent des conférences où je suis invité parce que je parle beaucoup des classes populaires ou du racisme anti-noir au Maroc ou des choses comme ça, ou des violences sexuelles et sexistes que beaucoup de femmes bourgeoises n'arrivent pas à entendre. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça de cette facilité qu'ont les classes bourgeoises de effectivement pouvoir très vite avoir des amoureuses ou des amoureux, de pouvoir faire le mur, de pouvoir prendre la voiture du papa pour aller je ne sais où. Mais c'est de la matérialité. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui reste, c'est quand même le creux dans le cœur. Quelque chose qui reste après des années. Et le fait de ne pas pouvoir en parler. Précisément parce que en tant qu'homme aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Et puis, tu parlais de santé mentale et de la religion tout à l'heure. On ne peut pas, en tant que musulman, insister assez sur l'idée que notre religion est prise comme une thérapie. Ce qui est une des pires idées qui puissent exister. L'idée qu'on se dit « Inch'Allah, ça ira », de s'en remettre au destin, à Dieu, à la prière, au fait qu'on demande, etc., ça fait oublier cette dimension très forte de la responsabilité. On est responsable quand même de ce qu'on peut, à un moment donné, réfléchir de nos sentiments, de nos émotions, de nos affects qui deviennent justement potentiellement le terreau de la révolution. Mais je crois qu'on a besoin de sortir du « Inch'Allah » comme une sorte de déresponsabilisation. Pour récupérer une forme d'agentivité. Exactement. Tu sais, le discours que tu tiens là, ça me fait penser à un livre, je sais que tu connais forcément, de Dounia Hamdi, L'Archouma. Je veux pas trop qu'on spoil parce que j'ai totalement l'intention de la recevoir dans Folie Douce. D'accord. Mais elle parle en fait de cette espèce de tiraillement aussi, de venir d'un milieu assez bourgeois au Maroc, mais d'arriver en France en étant quand même perçue comme arabe, donc en subissant quand même une forme de racisme et d'islamophobie, alors qu'elle a fait aussi des grandes études, elle est devenue journaliste, etc. Et ça la pousse, cette situation la pousse littéralement à la folie dans le livre. Et ce que tu décris, c'est un peu ça aussi, cette espèce d'incapacité à avoir un espace où tu peux vraiment te poser et juste être toi et Totalement. échapper à toutes les formes de chouma qu'on peut te mettre Totalement. dans les deux espaces. Moi, quoi. Alors effectivement, il y avait la question de l'islamophobie que je prends de plein fouet jusqu'à aujourd'hui, et de plus en plus du fait de la visibilité. Mais je crois qu'il y a quelque chose du racisme. Moi, dans mon premier livre, Amour, je dis que la race déclasse. Ouais. C'est-à-dire que quand on arrive en France et qu'on se découvre arabe, en France, eh bien, bourgeois ou non, ça compte plus. Tu resteras celui qui vole le pourboire au serveur, celui qui peut s'habiller en Aladdin à Halloween, des trucs comme ça. Et aussi, cet homme plus ou moins menaçant, alors que bizarrement tendre, parce que tu devrais pas, mais tu es aussi menaçant, donc j'ai peur de toi. Donc, quelque chose de l'ambivalence qui est constante. Et puis, on est aussi un peuple, tu le retrouveras partout dans les écrits
de Leila Slimani à moi, juste avant, à Tahar Benjeloun, on a toujours eu cette question de la bipolarité ou de la schizophrénie du peuple marocain, qui est constamment tiraillée entre cette définition occidentale de ce qui pourrait être le bonheur ou de l'accomplissement, de la réussite, et de quelque chose de beaucoup plus conservateur, de plus en repli. Et oui, ça mène à une forme de dissociation totale, parce qu'en fait, on n'arrive même plus à savoir ce qui nous ferait du bien. Donc, en fait, le agency dont tu parles, cette agentivité-là, c'est le fait de pouvoir reprendre la responsabilité de comment on se sent dans ce monde. Et ça, je pense que c'est capital, parce que Dieu, il nous a mis là, d'accord. Il nous a déjà tout prévu, d'accord. Mais on a un libre arbitre. Il y a une sourate dans le Coran qui dit La ikraha fid din, il n'y a nulle contrainte en religion. Coran 256. Il n'y a pas de contrainte en religion. Il n'y a pas de façon d'imposer la religion. On ne peut pas mettre un couteau sous le menton et dire tu vas croire maintenant. Ouais. Ou de la même façon, pour les thérapies de conversion, tu vas maintenant être hétérosexuel. Ouais. On ne peut pas faire ça. Et je crois que c'est tant mieux qu'on n'arrive pas encore à expliquer ces choses-là de l'être, parce que c'est ce qui fait sa magie aussi. Encore une fois, c'est ça le miracle. On arrive enfin à comprendre que... Mais c'est pas que, par exemple, vous voulez pas du tout qu'existent les personnes queer et musulmanes, mais elles existent que vous le vouliez ou non. Elles ont toujours existé, vous les avez effacées, vous les avez silenciées, vous les avez tuées, mais elles ont existé et elles existeront toujours. Il y a des personnes qui, tous les vendredis, vont à la mosquée pour prier en tant que femme transgenre. Et que ça vous gêne ou non, elle a une relation verticale avec Dieu. Et c'est ça, c'est une beauté infinie de ce message d'espoir qui, pour moi, la foi est très importante. La pratique peut être importante selon ce qui est mon rapport avec la divinité en ce moment, avec la spiritualité. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est la question du non-jugement entre les gens de la communauté musulmane. Ce qui est radicalement impossible aujourd'hui, puisque le jugement nous permet de nous sentir mieux avec nous-mêmes. Alors que, a priori, ce qui nous ferait sentir mieux avec nous-mêmes, c'est de sonder en soi. C'est l'introspection, c'est de justement aller un peu déverser ses peines ou ses joies avec une thérapeute, avec une autre forme de thérapie qu'on pourrait avoir. Moi, j'en ai une à te suggérer, parce que je sais que tu la pratiques, c'est la poésie. Et oui. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça que tu fais à travers tes poèmes. Enfin, tout ce que tu viens de dire depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est une forme que tu cherches la définition de la poésie, finalement, de rentrer en contact avec soi, dans quelque chose qui soit à la fois spirituel, sensoriel et très proche de son identité. Et en étant aussi détaché, ce que je trouve magnifique dans le fait que tu sois arrivé à la poésie, j'allais mettre tardivement, je mets des guillemets parce que voilà, t'as eu beaucoup de carrière avant, t'es quand même passé par l'essai, par des choses beaucoup plus didactiques, plus journalistiques, plus réalistes, quoi. Et là, d'un seul coup, tes poèmes, ils débarquent. Et moi, j'ai eu l'impression qu'ils étaient là depuis toujours. En les lisant, j'étais là, mais évidemment que Jamal, il est poète. Et j'ai envie... je trouve que c'est important que les gens qui nous écoutent se fassent une idée de ce que c'est que ta poésie, parce que c'est une poésie très ancrée dans l'époque, très politique, très contemporaine, qui n'est pas justement déconnectée du réel. Et j'ai choisi un poème qui s'appelle « Police ». Je l'ai copié-collé, donc du coup j'ai perdu la magnifique mise en page qui est essentielle dans le livre, mais voilà, tu me pardonneras ça. Et voilà, je t'ai demandé avant si tu étais d'accord pour le lire, donc tu vas nous le performer. Et juste un petit mot, j'ai envie qu'on dédie, je pense que tu seras d'accord, cette lecture à Mehdi Laoufi, 26 ans, qui a été tué par la police à Marseille. Oui. Police. Quand la voie lactée verse son bleu laiteux, comme le sang sur le coton filamenteux, il nous accable. Et nous devons être traçables, sinon effaçables. Accab, et tous ceux du même acabit. Les carabiniers qui nous chambrent ou nous chibrent. On doit mendier le respect, rester arc-bouté, et c'est moi qu'on accuse d'une désobéissance si vile. Les képis sont légion d'honneur, des gammes de croix sur leurs blouses blanchies alors qu'ils ont cabossé nos peaux marbrées
de nuages indigos. Ils gardent la paix pour ne surtout pas nous la foutre. Ils lèvent leur majeur et nous mettent à l'index. Ils crachent sur les jeunes pousses. Ils gâchent nos futurs avec leurs gâchettes faciles pour remplir leur cage trop toxique de l'air rancide des pires insultes, d'un irrespirable gaz lacrymogène, de larmes blanches, de larmes blanches. Sommes-nous voués à l'hécatombe ? J'ai dit, sommes-nous voués à l'hécatombe ? Faites la somme de toutes nos tombes et vous tomberez des nus. Bienvenue à Nécropolis, ce souvenir vétuste de toutes celles que vous avez piolées, de tous ces petits garçons racisés, tabassés par nasse, par îlotage d'otages, déracinés comme des mauvaises herbes de chanvre, abordés dans ces bordels militaires de campagne, électorale certes, décomposés dans du bicarbonate de souk, roulés en boulettes de viande juste à point pour l'électrocution, dévorés comme des bonnes pâtes carbone arabes, châtrés par 12 dans les baraques pour mettre du piment sur vos brochettes de couscous clan et les autres plats préférés des Français. Mais pas de panique, je connais une formule magique. Bientôt, ma paume sur votre front commun, bien tonique, la peau lisse. J'ai des frissons. Merci pour ce cadeau. Merci de nous l'avoir lu. Avec plaisir. Ça va, tu veux boire un peu d'eau? Non, ça va, ça va. Lecture. La question de la poésie, elle m'émeut beaucoup et merci d'avoir parlé comme ça de ça parce que c'est vraiment exactement... C'était l'unique moyen pour moi de me sauver, cette question poétique. Je pouvais plus faire autrement que d'écrire de la poésie. Je crois que dans Amour, ça s'est un peu trahi dans mon écriture, puisqu'il y avait vraiment une écriture de l'ordre du jeu de mots, de la poésie, etc. Mais j'ai écrit Feu de joie précisément parce que je ne pouvais plus tenir. Et que là, je vais mieux aujourd'hui, alhamdoulilah, mais j'ai eu beaucoup de périodes, j'ai une structure psychique dépressive et c'est vraiment difficile parfois parce que les cycles sont très durs et je suis souvent à la merci de certaines doses médicamenteuses, mais il y a vraiment quelque chose de très très salvateur dans la poésie, c'est-à-dire que c'est pas du tout des lol, c'est quelque chose que je fais parce que autrement je ne sais plus où je serais. Je pense que la poésie me donne la chance, l'espoir de dire enfin exactement ce que j'ai envie de dire. Et je crois que la magie poétique, c'est précisément que qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu as écrit? Ça veut rien dire et en même temps ça veut tout dire. C'est quelque chose de tellement puissant que quand toi tu vas lire la poésie, ou même quand tu vas écouter ma poésie, il y a des moments différents de compréhension. Il y a des moments d'écoute différents dans l'homonymie des mots, quand il y a quelque chose de l'ordre du sentiment qui devient un affect qui peut te mouvoir. Et je crois que ça, c'est la magie poétique, c'est que, bien sûr, il y a une question de forme. La poésie, moi je dis que c'est quand les mots font l'amour. C'est qu'il se trouve une façon de s'aimer assez pour... Oui, néologiser, bien sûr. Oui, trouver des formes d'expression françaises qui peuvent être subverties, queerisées presque. Je parle de la poésie comme une prose queer. Elle dévie de la norme pour retrouver sa liberté. Mais je crois aussi que la poésie, même si elle ne nous sauve pas de la famine ou de la vermine, je pense que la poésie nous donne une chance qui est de nous comprendre, de nous tenir la main, de nous voir en miroir avec le texte. Quand je relis ces textes-là, parfois j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour moi. Et cette voix qui t'habite, cette fameuse voix qui veut parler en toi, malgré toi. Bah oui, et surtout, je crois que ce qui est le plus important à dire sur le geste
d'écriture poétique chez moi, c'est que il débarque d'un coup sans que je le veuille. Quelque chose qui est effectivement très habité. Je pense que ça revient à la question de l'habitabilité de la Terre. Si je suis partout en effraction à cause de la police, sur ce territoire, mon territoire, c'est l'amour. Et le langage de l'amour, qui rend la langue vivante, c'est la poésie. La poésie, c'est ce moment, ce terrain, ce lieu, cet horizon de l'amour où je peux enfin dire entièrement comment j'ai envie de le dire, sans être consigné par les règles grammaticales, par la forme du texte, par l'académisme. Tu brises les structures dans la poésie, c'est en ça que j'adore ce que tu as dit sur le fait que la poésie soit queer. Et je pense que c'est pas du tout un hasard si des grandes militantes comme Audre Lorde, que tu cites beaucoup, ont utilisé aussi la poésie comme un moyen d'expression. Oui, Audre Lorde a dit très, très bien une phrase qui m'a toujours guidé en fait dans ma vie, avant même de commencer à écrire, enfin de commencer à réécrire, parce que j'écrivais quand j'avais 5 ans, et donc du coup j'ai dû faire un coming out poétique, quoi. Je crois qu'Audre Lorde m'a donné cette phrase-là que je chéris tant, qui dit « La poésie n'est pas un luxe pour nous. Elle est nécessaire. » Ça renvoie beaucoup à ce que disait Kiemis aussi dans son épisode. Et Bien d'ailleurs, sur la joie et sur le feu, vous avez des thématiques qui s'entrecroisent beaucoup. Oui. Et je pense que c'est pas un hasard, même si vos vécus sont différents. Tout à fait. C'est ce qui permet en fait de relationner dans l'empathie de manière non sélective. C'est pas parce que Kiemis parle de négrophobie, de sexisme, de misogynie noire, de grossophobie, qui ne sont pas des sujets que moi, je peux ressentir, qu'on n'est pas poète et poétesse, ou même pote, ou même... Il y a quelque chose de l'ordre de cette puissance poétique qui jaillit. Ça, c'est un... Je trouve que c'est pratiquement un don de Dieu. C'est pas, encore une fois, pour avoir une forme messianique ou de dire que c'est le meilleur, etc. C'est pas une question d'être meilleur. C'est hors capitalistique. La poésie, c'est ce qui vient mettre un gros doigt d'honneur au capitalisme, parce que, vous savez quoi, ça sert à rien. C'est inutile, ça se vend pas, ça se lit pas. C'est tellement gratuit. C'est gratuit, ça sert ça sert pas à grand chose, et en même temps, vous allez avoir un moment de pause, un moment où juste le présent existe, un moment de suspension de votre temporalité à flux tendu. Ça, c'est anticapitaliste as fuck. Et la poésie, elle est queer aussi pour ça. Elle est fondamentalement en train de dire, votre norme là, il faut mettre une majuscule au début, il faut mettre un point après un COD ou je sais pas quoi. Mais en fait, fuck that shit. Et la poésie vient dire, nous, on veut retrouver la beauté de notre vérité intimement, jamais racontée. On ne l'a jamais racontée comme ça. Et c'est pour ça que Kiemis et moi, on peut avoir des vécus différents, mais parler de joie différemment, et en même temps aller vers la même utopie. Bien sûr. Tu vois ? Ouais. Et je crois que c'est fondamental pour moi, la poésie, parce que ça, vraiment, littéralement, ça me sauve quand je ne... T'écris dans quelles circonstances, d'ailleurs ? T'écris à la main, dans des carnets ? C'est quelque chose qui est complètement organique ? Ouais, c'est complètement organique. Parfois, j'utilise mon téléphone, mais j'aime pas. Mais en fait, c'est juste que je décide pas. C'est pas parce que je me dis « Ah oui, ça c'est puissant comme vers, je vais écrire autour de ça. » C'est juste que parfois, je me réveille la nuit. Donc, on est vraiment sur la question limitrophe avec le rêve, quoi. J'allais dire, on est quand même dans donc, tu nous parles depuis tout à l'heure de ta psychanalyse lacanienne. Total. Je ne juge pas. Ah, je trouve que c'est très courageux. 100%. Mais ça touche aussi à ça, à l'inconscient, cette voix qui parle en toi malgré toi. C'est vraiment le rendu du contenu refoulé. Ouais. C'est comment les images qui te viennent... Moi, parfois, je me réveille à 4h du matin et presque je me bave dessus que je suis en train d'écrire sur un coin de feuille. Mais pas parce que j'ai envie que demain on se souvienne de ça, pour que je puisse l'écrire et vendre des bouts. C'est parce que, en fait, sans ça, la mise au travail de mon imaginaire, qui est colonisé aussi, qui est pris entre 4 feux, mais ceux qui m'incendient l'imaginaire. Moi, je veux répondre avec un feu de joie. C'est-à-dire de dire, mais vous ne m'aurez pas. J'ai toujours que la poésie, c'est l'enfant du feu et du silence. Je ne pourrai plus jamais rester silencieux. Parce que mon feu, là,
il consume votre silence, il sait jouer avec... est-ce que c'est de l'éclairage, est-ce que c'est de la rage, est-ce que c'est une forme de clairvoyance, est-ce que c'est pour se tenir au chaud entre nous. Mais sans ça, j'ai l'impression que ma psychanalyse ne marche plus. Parce que c'est un autre effet de ma santé mentale aujourd'hui, c'est que quand je vais vraiment mal, il y a quelque chose qui sort. Ça devient un poème. Et ça va mieux après, Et concrètement. c'est immédiat. C'est vrai. C'est un soulagement, quoi. C'est un soulagement. Et je sais pas ce que j'ai écrit vraiment, ça fait pas forcément sens. Évidemment, il y a plus de conscience de l'alexandrin ou de la rime, etc. Mais il y a quelque chose d'assez magique. Moi, je dis que ça fait partie d'un parcours de soins. Alors, il y a d'autres choses que tu produis beaucoup à un rythme assez soutenu et qui n'a rien à voir avec un poème, en tout cas à mon sens, de ce que tu viens d'en dire, c'est les vidéos sur Instagram. Tu en as fait beaucoup ces derniers temps, et surtout en abordant un des sujets les plus difficiles à aborder sur les réseaux sociaux, qui est le génocide à Gaza, en dénonçant frontalement les actions du gouvernement israélien, en dénonçant l'islamophobie des médias français, les complicités gouvernementales. C'est des sujets qui sont ultra, j'allais dire touchy, le mot est faible, et qui engendrent du harcèlement, qui engendrent énormément de tensions. Moi, je sais que les réseaux sociaux, c'est un espace où je m'exprime quasiment plus du tout sur les sujets politiques parce que ma santé mentale n'est pas capable de surmonter, en fait, ce qui se produit quand on donne son avis, donc je le donne ailleurs. Et je me demande comment toi, tu gères cet aspect-là. J'ose même pas imaginer ce qui se passe dans tes commentaires et dans tes DM quand je vois ce que tu publies. Alors moi, ça fait 5 ans et demi que j'ai ce compte-là, Jeans Podcast, qui était à la base une vitrine pour ce podcast un peu inutile, qui était que, voilà, on allait parler de sexualité et d'islam. Bon, a priori, parler de sexualité et d'islam à partir de la période Covid en 2020, c'était non seulement pas en vogue, mais surtout interdit par les algorithmes, puisque sexualité veut forcément dire pornographie et islam veut forcément dire terrorisme. Donc très vite, l'invisibilisation a été claire. Et puis moi, ça fait pas depuis avant-hier que je me bats pour la question palestinienne, la libération de la Palestine. Donc a priori, tous mes discours étaient un peu énervants pour l'algorithme et pour les gens, bien sûr, puisque au fur et à mesure des sorties des épisodes, dès que je commençais à parler de sexualité, de droit à disposer librement de son corps pour une femme, eh bien, il y avait évidemment les masculins, les femmes plutôt conservatrices, mais aussi des femmes blanches qui venaient voir pour me dire, mais en fait, tu peux pas dire que les femmes musulmanes ont le droit aussi de disposer librement de son corps, puisqu'elles ont déjà dit oui au patriarcat en se voilant la face. Et donc, du coup, il y avait cette idée que les white femmes, c'était... On n'a pas de problème avec le fait que tu sois un homme féministe, on a plutôt un problème avec le fait que tu sois un homme arabe, musulman et féministe. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué, avec beaucoup d'insolence, à dire, mais non, je ne vais pas m'arrêter là, je vais inviter Fatima Daas, je vais inviter Abdelataya, je vais inviter Ludovic Mohamed Zahed, l'imam gay de Marseille, je vais inviter des travailleuses du sexe, je vais inviter des personnes trans qui sont autre chose que des personnes trans et qui sont aussi musulmanes, ne vous en déplaise. Et je crois que c'est là où mon compte sautait constamment. Et puis, évidemment, il y a eu le génocide à Gaza, post-7 octobre, et puis les exactions de l'État sioniste. Et du coup, là, ça a commencé à vraiment être très, très, très difficile, puisque... Il faut comprendre que pour les personnes qui sont racisées, musulmanes, et qui en plus cumulent les questions intersectionnelles sur leur corps en tant que... Là, moi, par exemple, ça fait quand même beaucoup de ce que je pourrais incarner entre la question de l'islamité, de l'arabité, de la queerness, de la neuroatypie, d'un handicap invisible. Il y a toutes ces choses-là qui viennent s'imbriquer et des opinions aussi qui ne vont pas avec cette masculinité. Et je crois que c'était très, très difficile de passer outre ce qu'on abat sur nous au quotidien. Alors, il y a un privilège qui est clair, qui est évidemment le fait d'être un homme cis,
Et un autre privilège qui est clair, qui est quand même le fait d'être bourgeois. C'est-à-dire que ça fait 6 ans maintenant que je galère financièrement, que j'arrive toujours pas, avec tout ce que j'ai fait, à complètement être sûr de payer mon loyer du mois suivant. Et c'est comme ça que je tiens en flux tendu, ce qui est très stressant aussi, ce qui, à chaque fois, est un sujet. Est-ce que je mets un peu de l'eau dans mon vin et je dis pas trop ça parce que c'est pas vraiment le public, au moins je peux continuer un mois de plus, ou est-ce que je reste vraiment de marbre dans la question de mes valeurs et de mon intégrité? Et en fait, je suis têtu quand même là-dessus. Je n'arrive pas à faire autrement que de l'ouvrir parce que la vérité est claire et le chemin vers la justice aussi. Et dans ça, je ne peux plus me faire complice de ça. De la même façon que je ne pouvais plus me faire complice depuis 2012 de l'état terrible de la question des droits des femmes au Maroc. Et ça fait depuis une affaire terrible d'avortement clandestin qui a fini par une jeune femme de 15 ans qui a subi un viol, qui devait à l'époque se marier avec son violeur, Amina Filali, qui vraiment a été le début de toute ma rage, alors qu'en tant qu'homme, je n'avais pas intérêt à le faire. Je crois que depuis tous ces moments-là, j'ai cumulé une forme de rage qui était inextinguible. Ce fameux feu de joie qui est un guet-apens pour toutes les lectrices, parce que, en fait, je parle beaucoup de colère finalement, mais cette colère-là, elle est aussi le versant essentiel de mon feu, de la même façon que la joie. Moi, je parle de jolaire, c'est-à-dire que j'ai les deux en moi constamment. Je suis constamment en joie parce que je suis vivant. Et je suis constamment en colère parce que what the actual fuck is going on? Et c'est exactement ce qui a fait que j'ai continué. Je me suis dit, Instagram, j'arrivais à une période de 42 000 abonnés sur Instagram, c'était super, etc. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas besoin de ces abonnés. Enfin, ça me fait trop plaisir qu'ils se retrouvent dans un safe space où ils peuvent enfin être totalement qui elles sont. Mais la majeure partie du temps, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis écouté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça? Je sais parce que je les rencontre, mais en même temps, ça se dit pas parce qu'il y a la honte, il y a la chouma dont on parlait tout à l'heure, et puis il y a le sentiment d'être vu, visible, mais on a été assigné à résidence ou à l'invisibilisation, donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis dit, tu sais quoi? Fuck that shit. Encore une fois, pour moi, je vais écrire de la poésie, mais pour les gens, je vais pas m'arrêter. Je vais faire des vidéos et je vais parler des sujets qui vous fâchent. Oh punaise. Punaise. Tu y vas vraiment. J'y Il y en vais a pas un où tu vas pas, quoi. Ah non, j'y vais mais à quel 100%. Mais en fait, pour moi, c'est même pas... c'est-à-dire, je vois cette question du courage parce qu'on me le dit souvent et j'en suis hyper fier. Hyper fier parce que je sais à quel point, en fait, dans l'esprit du monde actuel, c'est courageux parce que je reçois 2-3 menaces de mort par semaine depuis 5 ans et demi. J'ai des messages par centaines qui m'expliquent comment ils vont me buter à la sortie de je ne sais quoi. Je n'ai aucune peur. C'est soit je suis vraiment détraqué, soit vraiment il y a quelque chose qui m'accompagne. Où je disais je suis pas seul. C'est que déjà il y a la communauté. Déjà il y a les communautés. On n'est pas seul. C'est ce que j'essaie de dire over and over again à toutes les personnes qui m'écoutent. Vous n'êtes pas seul. Ce média-là, il est fait pour que vous soyez écoutés, visibilisés, entendus dans vos travers, dans vos contradictions, dans ce qu'on a fait contradictoire alors que ça ne l'était pas. Tous ces moments-là ont mené à ces vidéos que je fais jour après jour, une fois par jour. C'est beaucoup, beaucoup de travail qui ne paye pas, évidemment, encore une fois. J'ai l'impression que là où ça paye pas, j'y vais à 100%, mais j'ai l'impression que c'est vraiment aussi là que je me sens le plus à même d'utiliser ces lectures que j'ai, ces rencontres que j'ai faites, que j'ai eu l'honneur aussi de faire, avec toutes, notamment ces femmes-là qui m'ont appris à voir de manière radicale ce qu'était le féminisme, comment il pouvait prendre des formes insoupçonnées encore aujourd'hui. Et je crois que je ne peux pas faire autrement aujourd'hui. C'est pas seulement une question de courage, mais j'ai pas peur. C'est que
Le courage, c'est vraiment braver la peur et faire fi de cette peur-là et avancer. Je n'ai vraiment pas peur des haters parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui me guide. Et la peur, la haine, j'ai l'habitude de dire que ce sont des divisions du monde. Ça nous divise en tant que communauté humaine et du tout vivant. L'amour, c'est une vision du monde. Moi, c'est cette vision que j'ai. C'est magnifique. J'essaie de retrouver la phrase. Je ne me rappelle plus de qui elle vient de qui. Mais en fait, le courage, c'est pas ne pas avoir peur. C'est y aller malgré la peur. Exactement. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que, I agree. Avant qu'on se quitte, Jamal, quelle est selon toi, avec le recul, la meilleure des thérapies ? Waouh. Alors, je dirais que pour moi, la meilleure des thérapies, c'est la poésie. Pour nous, la meilleure des thérapies, c'est la joie. Et pour le monde entier, la meilleure des thérapies, c'est l'amour. Magnifique. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine. Merci de m'avoir invité. Merci à Jamal Ouazani pour son passage dans Folie Douce. Et n'oubliez pas, si vous voulez écouter Folie Douce sans publicité, vous pouvez vous abonner à mon Substack. Ça s'appelle La Douceur et il y a un lien dans la description de l'épisode. Folie Douce est un podcast conçu, produit et animé par Lorraine Bastide, à la production et à la programmation Marie-Laurence Chéry, au montage et au mixage Marion Emery. La musique du générique est une création originale d'Irma et les visuels sont de Louison Coulombe. Merci pour votre écoute. Retrouvez-moi sur Substack et sur les réseaux. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez votre temps.